L'un d'eux a pénétré par effraction dans la maison de sa voisine, a conduit jusqu'à sa banque et a retiré de l'argent de son compte pendant qu'elle était encore attachée à l'intérieur. Et ce qu'il a fait quand il est revenu l'a gardé dans le couloir de la mort pendant 35 ans. L'un d'eux a violé une fille de 13 ans et a ensuite blâmé le meurtre sur son propre frère. Il a passé près de 50 ans dans le couloir de la mort avant qu'il n'exécute finalement la sentence. Et l'un d'eux s'est assis dans une cellule de prison 4 jours après avoir tué 2 hommes et en a ri devant la caméra. Quand on lui a demandé à propos des victimes et de leurs familles, il a dit qu'ils aillent se faire foutre. Mais seulement un d'entre eux s'est marié 2 semaines avant son exécution. Ce sont les prisonniers exécutés en avril 2026. Leur crime, leur dernier repas et leur dernier mot. Mais d'abord, faites-nous savoir d'où vous regardez ceci. Le 30 avril 2026, après avoir passé près de 50 ans dans le couloir de la mort, James Ernest Hitchcock a été exécuté par injection létale en Floride. Il avait 70 ans. Mais la raison pour laquelle il était là, il a violé une fille de 13 ans, sa propre nièce, dans la maison de son frère. Et puis il l'a tuée pour qu'elle ne le dise à personne. Son frère l'avait recueilli de la rue quand il n'avait nulle part ailleurs où aller. Et James l'a remercié en détruisant sa famille. Voici ce qui s'est passé. C'était le 30 juillet 1976 à Winter Garden, en Floride. Ce soir-là, James Hitchcock était assis dans le salon de son frère Richard et regardait la télévision avec la famille jusqu'à environ 23 heures. Rien d'inhabituel, juste une soirée normale. Puis James a quitté la maison et s'est dirigé vers la ville, où il a passé les quelques heures suivantes à boire de la bière et à fumer de la marijuana avec des amis. Il est revenu vers 2h30 du matin, mais il n'a pas utilisé la porte d'entrée. Il a grimpé par une fenêtre de la salle à manger, et puis il a marché dans le couloir jusqu'à la chambre de Cynthia Driggers, Cindy, la belle-fille de Richard, âgée de 13 ans. James avait 20 ans. Il vivait sous leur toit depuis 2 semaines et demie en tant qu'invité. Richard l'avait accueilli parce que James n'avait rien. Il avait grandi l'un de 7 enfants dans une cabane en Arkansas, ramassant du coton. Son père était mort d'un cancer de la peau quand il avait 6 ans. Son beau-père battait sa mère. Il s'était enfui de la maison à 13 ans. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout cela, il était la première personne de sa famille à obtenir un diplôme d'études secondaires. Mais en 1976, il était fauché, en liberté conditionnelle pour cambriolage et sans option. Richard était celui qui avait ouvert la porte. Et voici ce qu'il a fait avec la 2e chance que son frère lui a donnée. Il a violé sa fille. Après, Cindy lui a dit qu'elle était blessée. Elle a dit qu'elle allait le dire à sa mère. Et quand il a essayé de l'empêcher de quitter la pièce, elle a commencé à crier. Alors il l'a attrapée par le cou. Il l'a traînée dehors de la maison, toujours en train de se battre, toujours en train de crier. Dans ses propres mots, elle a commencé à hurler. Et quand elle ne s'est pas arrêtée, il l'a étranglée à nouveau, il l'a battue, il l'a frappée au visage, et il a continué à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle se taise. Puis, il a poussé son corps dans des buissons, est rentré à l'intérieur, a pris une douche, s'est mis au lit, et s'est endormi comme si c'était n'importe quelle autre nuit. Quand il s'est réveillé et a remarqué que la famille réalisait que Cindy était partie, James est allé partout, essayant d'organiser une équipe de recherche pour la trouver. Il était là-bas, jouant l'oncle inquiet, essayant d'obtenir l'aide des voisins pour chercher la fille dont il avait personnellement poussé le corps dans les buissons quelques plus tôt. Il savait exactement où elle était. Il l'avait mise là. La police s'est concentrée sur James presque immédiatement, et le 4 août, il a avoué. Il a exposé toute la nuit dans ses propres mots, étape par étape. Comment il était rentré ivre. Comment il était entré par la fenêtre. Ce qu'il avait fait à Cindy. Comment il l'avait tuée. Mais même en avouant tout, il a quand même essayé de tordre l'histoire. Il a dit aux enquêteurs que le sexe était consensuel, qu'une fille de 13 ans le voulait,
Mais l'autopsie a détruit cette affirmation avant même qu'elle n'atteigne une salle d'audience. L'hymen de Cindy avait été récemment déchiré. Du sperme a été trouvé à l'intérieur de son corps. Et son visage était couvert de coupures et d'échymoses autour des 2 yeux. Il n'y a rien de consensuel dans tout cela. Et il y avait autre chose. La sœur de Cindy, Deborah, a témoigné plus tard qu'avant le meurtre. Elle et Cindy avaient confronté James au sujet de choses qu'il faisait à Cindy. Selon Deborah, James leur a dit qu'il allait violer et tuer Cynthia. Il l'a dit à haute voix. Et puis, il a fait exactement cela. James a été accusé de meurtre au 1er degré et d'agression sexuelle. Mais le procès est là où cette histoire devient encore pire. Moins d'1 an après le meurtre, James a été jugé. Et c'est là qu'il a montré exactement qui il était vraiment. Il a rétracté tout son aveu, chaque mot. Il a maintenant dit au jury que Cindy l'avait laissé entrer dans sa chambre volontairement, qu'elle avait consenti au sexe avec lui. Rappelez-vous, elle avait 13 ans, alors qu'il avait 20 ans. L'âge du consentement en Floride est de 18 ans. Mais ça empire. James a ensuite pointé son doigt directement vers son propre frère, Richard. Le même homme qu'il avait accueilli quand il n'avait rien. Il a dit au jury qu'après le sexe, Richard était entré et les avait surpris. Que Richard était entré dans une rage et avait traîné Cindy dehors. Que Richard l'avait étranglé à mort. Et que James n'avait avoué à la police que parce qu'il essayait de protéger son frère. Pensez à ça une seconde. Il a violé l'enfant de son frère. Puis il l'a tué. Et puis, dans une salle d'audience, il a essayé d'incriminer la seule personne dans sa vie qui lui avait montré de la gentillesse pour le meurtre. C'est un niveau de trahison que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Mais le jury a vu clair. Son aveu original était détaillé, spécifique et dans ses propres mots. Les preuves physiques correspondaient parfaitement. Et l'histoire sur Richard n'est apparue qu'après que James ait eu des semaines pour s'asseoir dans une cellule et réfléchir à comment se sauver. Et puis, il y avait la lettre. De la prison, James avait écrit à sa propre mère avouant le meurtre. Il l'a mis par écrit. Et puis, il laissait monter à la barre et à blâmer son frère quand même. Après moins de 2 heures de délibération, ils l'ont déclaré coupable. Le vote pour la mort était de 7 contre 5. Et le juge a accepté. Le 11 février 1977, James Hitchcock a été condamné à mourir sur la chaise électrique. Mais cette sentence prendrait presque 50 ans à exécuter. Ce qui a suivi a été un des plus longues sagas juridiques de l'histoire du couloir de la mort de Floride. L'affaire de James Hitchcock est passée par la Cour suprême de Floride, puis les tribunaux fédéraux, puis jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, 2 fois. En 1997, la Cour suprême a statué à l'unanimité que le juge de condamnation original avait violé la Constitution. Le problème était technique. Le juge avait refusé de laisser le jury considérer les preuves atténuantes. Des choses comme la pauvreté de l'enfance de James, la mort de son père, et le fait qu'enfant, il avait l'habitude d'inhaler des vapeurs d'essence des réservoirs de voitures et s'était évanoui une fois à cause de ça. L'arrêt dans Hitchcock contre Duggar est devenu une décision historique. Il a remodelé la façon dont les affaires capitales étaient traitées à l'échelle nationale. Il est apparu dans les manuels de droit et a été cité dans des centaines d'autres affaires de peine de mort. Alors James a obtenu une nouvelle audience de condamnation. En 1988, la défense a présenté une affaire approfondie. La mère de James a témoigné. Ses sœurs ont témoigné. 2 nièces et une cousine ont témoigné. Même un psychologue qui a dit qu'il n'était plus dangereux. 8 codétenus du couloir de la mort qui l'ont appelé un pacificateur. Et James lui-même a témoigné et a parlé de comment il avait changé. Mais le jury a recommandé la mort à nouveau, avec un vote de 7 contre 5. Peu importait ce que sa mère disait. Peu importait ce que le psychologue disait. Peu importait que 8 détenus l'appellent un pacificateur. Parce qu'aucun montant de témoignage ne pouvait l'emporter sur ce qu'il avait fait. Il était en liberté conditionnelle quand il a commis le meurtre.
Il a violé un enfant et l'a tué pour qu'elle ne puisse le dire à personne. Et le meurtre lui-même était odieux, atroce et cruel. Chaque jury qui a entendu ces faits est arrivé à la même conclusion. Il a été condamné une 3e fois en 1993. Et puis, le vote était de 12 contre 0, unanime. Et une 4e fois En 1996, quand le vote était de 10 contre 2. 4 jurys séparés ont entendu cette affaire. 4 fois distinctes, ils ont dit que cet homme devrait mourir. Et à chaque fois, James a raconté la même histoire. Que son frère l'avait fait. Qu'il n'était coupable que du sexe. Comme si violer une fille de 13 ans était la moindre chose qu'il était prêt à admettre. Pendant que James Hitchcock passait d'une salle d'audience à l'autre et déposait des appels, la famille de Cindy Drigger s'était coincée dans une boucle à elle. Sa jeune sœur, Lynn Cobb, n'avait que 16 mois de moins que Cindy. Elle était là le jour où c'est arrivé. Et pendant près de 5 décennies, elle a regardé l'affaire traîner dans le système sans fin en vue. For me, it was just felt like it was never going to end, and we just kept doing it over and over again. Elle a décrit les conséquences du meurtre comme un flou. La cousine de Cindy, Ginny Meadows, a passé des années à aller à Tallahassee, pressant les officiels pour des réponses. Elle a dit que les décennies avaient pris un péage sur les membres plus âgés de la famille que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. 2 people in my family, at night, when they lay their head down on their pillow, you know what their prayer is? That they live longer than Hitchcock does. Et puis, il y avait la mère de Cindy, Judy. Après 50 ans d'attente, elle a dit quelque chose que chaque parent dans cette situation a probablement pensé mais n'a jamais dit à haute voix. J'espère juste que ça se réalise. J'espère que Dieu me pardonne de dire ça, mais il doit mourir. pendant près de 50 ans, James est resté dans le couloir de la mort à la prison d'État de Floride. Il était un des détenus les plus anciens du couloir. Et puis, le 31 mars 2026, le gouverneur Ron DeSantis a signé le mandat de mort. L'exécution était fixée au 30 avril. Après 49 ans et 9 mois dans le couloir de la mort, James Hitchcock était sur le point de faire face à la fin. Le matin de son exécution, James s'est réveillé à 4h45. Selon un porte-parole de la prison, il est resté coopératif tout au long de la journée. Il a rencontré un cousin, mais pas de conseiller spirituel. Pour son dernier repas, James a mangé du poulet, une salade, de la glace, une tarte et un soda. À la fin de la journée, il a été conduit dans la chambre d'exécution où le rideau s'est levé à 6 heures. James était allongé sur une civière, attaché, avec 2 perfusions insérées dans les bras. On lui a demandé s'il avait un dernier mot. Il a répondu « Juste dire au revoir à mon ami Joshua. Merci pour tout ce que tu as fait. » Puis il a levé la tête vers un homme assis au premier rang de la salle. L'homme a levé la main, et ce furent les derniers mots que James Hitchcock a prononcés. Pas un mot pour Cindy, aucune excuse, aucun remords. Après 50 ans, son dernier souffle a été un adieu à un ami. Le directeur a donné le signal et les produits ont été administrés. À 6h12, soit 12 minutes après le début de l'injection, il a été déclaré mort. James Ernest Hitchcock avait 70 ans. James Hitchcock a passé 50 ans à dire qu'il n'avait rien fait. Mais l'homme exécuté plus tard ce mois-là a passé 16 ans à dire qu'il l'avait fait. Devant une caméra, en souriant. Et puis, 2 semaines avant son exécution, lui et son cousin ont affirmé que tout cela était un mensonge. Le 19 juin 2008, juste après 1h du matin, un homme à vélo rentrant du travail dans une rue résidentielle tranquille de Garland, au Texas, a vu quelque chose près d'un petit studio d'enregistrement. 2 corps gisant sur la route. Il s'est arrêté, a roulé jusqu'à une caserne de pompiers à proximité et a fait signe à l'équipe. En quelques minutes, les ambulanciers ont confirmé ce que le cycliste savait déjà. Les 2 hommes étaient morts. Stephen Swan avait 26 ans et Matthew Butler avait 28 ans. Les 2 étaient des producteurs de musique chrétienne. Ils avaient travaillé tard dans leur propre studio
juste les deux au milieu de la nuit. Steven avait été touché à la tête et à la poitrine. Matthew avait également été touché plusieurs fois. Ils ont été trouvés gisant dans la rue devant le bâtiment, sans personne d'autre autour, et pas de témoins, juste 2 hommes, morts, et celui qui avait fait ça déjà parti. Alors qui ciblerait 2 producteurs de musique chrétienne au milieu de la nuit dans la banlieue de Garland? Un jeune de 19 ans nommé James Broadnax, et il n'était pas exactement discret à ce sujet. Plus tard ce même jour, James et son cousin Demarius Cummings se sont présentés à un appartement du sud-est de Dallas où James s'était installé avec des proches. Et au lieu de garder sa bouche fermée, James a commencé à se vanter. A dit aux gens dans la pièce qu'il venait de faire un coup. C'est de l'argot de rue pour réussir un vol. Puis il a mis la main dans sa poche et a sorti le permis de conduire de Steven Swan et l'a montré comme un trophée à tout le monde dans la pièce. Mais ce qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'il n'avait obtenu que $2 de tout le vol. $2. Puis lui et Demarius sont sortis, sont montés dans la Ford Crown Victoria de Steven et ont dit à tout le monde qu'ils allaient la vendre. 15 minutes plus tard, un des personnes assises dans cet appartement a vu un reportage sur un double homicide à Garland. Elle a reconnu les détails immédiatement. Et elle a décroché le téléphone et a appelé le département de police de Garland. Et il n'a pas fallu longtemps à la police pour le trouver. Ce soir-là, des officiers à Texarkana, à environ 240 km, ont repéré une Ford Crown Victoria dans un quartier à forte criminalité. Mais quand ils ont vérifié les plaques, l'immatriculation est revenue à une Cadillac, pas une Ford. Ils ont arrêté la voiture, et James leur a donné son nom. Plusieurs mandats sont revenus actifs, et il a été arrêté sur place. L'officier qui a effectué l'arrêt a témoigné plus tard que James ne semblait pas ivre. Il était calme, cohérent, et pleinement conscient de ce qui se passait. Il n'y avait pas de confusion, pas de panique, juste un gamin de 19 ans qui savait exactement où il était et pourquoi. Mais c'est là que cette affaire cesse d'être un meurtre-vol de routine et se transforme en quelque chose d'entièrement différent. Après avoir été ramené à Dallas, James a accepté de s'asseoir avec des journalistes de télévision locaux, devant la caméra, dans la prison du comté de Dallas. Son cousin Demarius a fait sa propre interview. Il a admis le vol, mais a dit qu'il n'était pas le tireur. James, a-t-il dit, a appuyé sur la gâchette. James a accepté. Mais la façon dont il l'a dit est ce qui a scellé son sort. Let's hop on the train. Let's go to downtown Garden, you know what I'm saying? And we gonna rob somebody. Let's go out there where the rich white folks stay, you know what I'm saying? Rob one of them, you know what I'm saying? So we get out there and we robbed them. I them. How much I money popped did they. you... What did you think when the police caught up to you? What I think? When they hit the lights, I said, damn. And started laughing, you know what I'm saying? Just like I'm doing now. And looked them in their face with a big smirk. Y'all ain't got on me, dog. But I do want to see the evidence. What do you think's gonna happen to you now? Whatever they throw at me. Hopefully the death penalty. Hopefully? Yeah. Why do you hope? Cause they give me life, I'm gonna kill somebody else. Straight up. You killed 2 young men now. Better they life than mine. Do you have any remorse? None whatsoever. Do it look like it? I just can't believe you killed 2 people and you're laughing about it. Yeah. Just like when they stick that damn in my one, they gonna laugh at me. Look at that dumb motherfucker. You know how y'all is, dog. Fuck. Just like I said. Fuck family too. Both of them. 2 hommes étaient morts. Leur famille planifiait des funérailles. Et le gars qui a dit les avoir tués était assis dans une cellule de prison, souriant devant la caméra et défiant l'État du Texas de l'exécuter. Et le Texas a accepté son offre. Au procès en 2009, sa défense a essayé de défaire tout cela. Leur argument était que James avait été sous l'effet du PCP et de la marijuana pendant les meurtres, et qu'il était encore sous l'influence 4 jours plus tard quand il a donné ses aveux télévisés. Qu'il n'était pas dans son bon sens, que les mots devant la caméra ne pouvaient pas être de confiance. Mais l'État a démantelé cet argument témoin par témoin. L'officier qui l'a arrêté a dit que James était lucide lors de l'arrêt routier.
Les journalistes qui l'ont interviewé l'ont décrit comme vif, articulé et rationnel. L'infirmière de la prison qui l'a examiné a témoigné qu'il n'y avait aucun signe d'intoxication. Et le jury avait regardé les interviews lui-même. Il pouvait voir ses yeux. Il pouvait entendre sa voix. Et ils pouvaient décider par eux-mêmes si c'était un homme qui ne savait pas ce qu'il disait. La défense n'a pas nié que James avait tiré sur Steven et Matthew. Ils ont admis qu'il les avait tués. Toute leur affaire se résumait à un argument, qu'à cause de son état mental, il ne devrait pas obtenir la peine de mort. Mais les procureurs sont allés plus loin. Ils ont introduit plus de 40 pages de paroles de rap manuscrites de James comme preuve. Des lignes comme « attachez-les et mettez-les dans des sacs mortuaires, envoyez-les au maire, puis j'ai bon tout le pays, envoyez la presse, le papier ». L'État a soutenu que ces paroles montraient exactement qui était James. Ils l'ont appelé une nouvelle race et un monstre pendant les plaidoiries finales. Ils l'ont comparé à des prédateurs sur Animal Planet, rongeant leurs freins pour tuer. Le jury a condamné James Garfield Broadnax pour meurtre capital et l'a condamné à mort. Son cousin Demarius a obtenu la prison à vie sans libération conditionnelle en vertu de la loi des partis du Texas. Et il purge toujours cette peine à ce jour. Mais l'histoire ne se termine pas avec la condamnation, parce que des semaines avant que l'État du Texas ne soit programmé pour l'exécuter, James Broadnax s'est marié dans le couloir de la mort. Après la condamnation, James a été envoyé à l'unité Polunsky à Livingston, au Texas. Et pendant les 16 années suivantes, ses appels n'ont mené nulle part. Puis, avec 42 jours restants avant sa date d'exécution, l'affaire a pris un tournant brusque. Les avocats de James ont déposé un tout nouvel appel. Joint à celui-ci se trouvait une déclaration signée et sous serment de Demarius Cummings. Le même Demarius qui était passé devant la caméra en 2008 et avait dit qu'il n'était pas le tireur. Maintenant, 17 ans plus tard, il disait le contraire. That it was me, that I was and bro just stood in my place with him getting a death penalty. That should have been me. I gotta play this remorseful role. I gotta make it seem like I'm the one that was remorseful, that endured. He was the one that was the shooter. L'appel mettait également en évidence des preuves ADN qui avaient été disponibles depuis le procès original. L'ADN de Demarius a été trouvé sur la poignée et la gâchette de l'arme du crime. Et l'ADN de James n'était sur aucun des deux. À peu près au même moment, les rappeurs Travis Scott, Young Thug, T.I. et Killer Mike ont déposé des mémoires auprès de la Cour suprême des États-Unis, arguant que l'utilisation des paroles de rap de James comme preuve de dangerosité future avait été racialement motivée. L'affaire a explosé dans les gros titres nationaux. Mais les familles des victimes n'ont pas été émues. La mère de Matthew Butler est allée sur les réseaux sociaux et a appelé l'aveu du cousin à un dernier recours et tout un mensonge. La mère de Stephen Swan avait écrit au tribunal des années plus tôt, les exhortant à fixer la date d'exécution. Sa sœur a écrit séparément, demandant au juge de signer l'ordre. Elle a appelé chaque dépôt de la défense une autre insulte et une autre blessure. La Cour d'appel criminelle du Texas a rejeté l'appel. L'exécution se déroulerait comme prévu. Et puis, 2 semaines avant sa date d'exécution, James Broadnax s'est marié. Sa mariée était une Britannique de 31 ans, nommée Tiana Krasniqi. Elle était étudiante en master de droit international des droits de l'homme, qui avait écrit à James pour la première fois tout en recherchant les préjugés raciaux dans les affaires de peine de mort au Texas. Elle a dit que ce qui avait commencé comme une recherche académique s'était transformé en quelque chose de plus profond. Ils se sont fiancés lors d'une visite en prison. Elle a ensuite quitté sa vie à Londres, a laissé sa fille de 9 ans avec le père de la fille et a déménagé à Houston pour être plus proche d'un homme qu'elle n'avait jamais touché. Le mariage a eu lieu le 14 avril, derrière une vitre, sans contact physique. Le Texas
n'autorise pas les visites de contact avec les détenus du couloir de la mort. La cérémonie a duré 20 minutes. Elle a dit ses vœux, et puis c'était l'heure de partir. Elle ne l'avait jamais touché, pas une fois. Quand on lui a demandé ce que sa famille pensait, elle a dit « personne n'est content ». Et elle a dit qu'elle comptait être présente lorsque l'État du Texas exécuterait son mari. Le Texas a cessé d'honorer les demandes de derniers repas spéciaux en 2011 après qu'un détenu du couloir de la mort nommé Lawrence Russell Brewer ait commandé une énorme quantité de nourriture et ait ensuite refusé d'en manger une seule bouchée. Depuis lors, chaque détenu condamné au Texas reçoit le même repas que tous les autres prisonniers de l'unité. Stephen Swan avait 26 ans et Matthew Butler avait 28 ans. Ils faisaient de la musique chrétienne ensemble dans un petit studio d'enregistrement dans une rue résidentielle de Garland, au Texas. Un jeudi matin de juin 2008, quelqu'un leur a tiré dessus à tous les deux et les a laissés sur la route, pour $2. James Broadnax a passé 16 ans à dire qu'il l'avait fait. Il est passé devant la caméra et s'en est vanté. Il en a ri. Il a demandé à l'État de le tuer pour ça. Et puis, quand la date d'exécution est finalement arrivée, la seule autre personne qui était là cette nuit-là a dit que c'était tout un mensonge. Que James avait pris la chute pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais les tribunaux n'ont pas marché. Les familles n'ont pas marché. Et le 30 avril 2026, l'État du Texas est allé de l'avant avec l'exécution. Le matin du 30 avril, James a été transféré de l'unité Polunsky à Livingston vers l'unité Walls à Huntsville, où le Texas procède aux exécutions. Il a passé ses dernières heures dans une cellule de détention située à côté de la chambre d'exécution. Peu après 6 heures, il a été conduit dans la chambre d'exécution et attaché sur la civière. Une perfusion a été insérée dans son bras. Les témoins ont été introduits dans la salle d'observation, parmi lesquels son épouse, Tiana, qu'il avait épousée derrière une vitre seulement 16 jours plus tôt. On lui a demandé s'il avait une dernière déclaration. Il a regardé les témoins et a parlé. À la famille, j'ai prié pendant des années pour que mes choix ne vous causent pas de peine, ni ne pèsent sur vos esprits, a-t-il déclaré. J'ai prié Dieu pour votre pardon. Malgré ce que vous pensez de moi, j'espère que cette prière a été exaucée. Puis son ton a changé. Mais peu importe ce que vous pensez de moi, le Texas s'est trompé. Je suis innocent. Les faits de mon dossier parlent d'eux-mêmes, point final. Que ce moment soit celui qui déclenche enfin la révolution qui sera télévisée. Rien de tout cela n'en valait la peine. Il s'est tourné vers Tiana. Ma reine, je t'aime. Ma promesse tient toujours. Elle tiendra toujours. Continue de te battre. Reste forte. Mets Dieu en premier. N'arrête jamais de croire. Je t'aimerai pour toujours. Paix, amour et lumière. C'est ce que je représente. Que Dieu vous bénisse tous. Les produits ont commencé à être administrés et, tandis qu'ils entraient dans ses veines, James continuait de parler. Il a exhorté ses soutiens à continuer de se battre. « N'abandonnez pas », a-t-il dit. Puis, au milieu d'une phrase, il a eu un sursaut. Il a brièvement secoué la tête. Et ensuite, tout mouvement s'est arrêté. Sa femme Tiana s'est pressée contre la vitre de la salle des témoins, criant « Je t'aime » alors qu'il perdait connaissance. Les autorités ont dû l'aider à quitter la salle d'observation. James Garfield Broadnax a été déclaré mort à 6h47. Il avait 37 ans. La dernière affaire de cette vidéo correspond en fait à la première exécution du mois d'avril. Le 21 avril, la Floride a exécuté Chadwick Willacy. En 1990, Chadwick a pénétré par effraction dans la maison de sa voisine d'à côté à Palm Bay, en Floride. Elle avait 56 ans et était veuve depuis exactement 2 mois. Elle n'était pas censée être à la maison. Mais quand elle est entrée et l'a trouvée là, il l'a attaquée, il l'a attachée, et puis il est parti. Il a pris sa carte de guichet automatique, a conduit la voiture de son mari décédé jusqu'à sa banque et a retiré de l'argent de son compte pendant qu'elle était encore à l'intérieur de cette maison. Puis il est revenu. Et ce qu'il a fait quand il est revenu
et la raison pour laquelle l'État de Floride a mis une aiguille dans son bras 35 ans plus tard. Son nom était Marlies Sater. Elle avait obtenu 2 diplômes universitaires plus tard dans la vie. Elle travaillait comme négociatrice de contrats gouvernementaux chez Harris Corporation. Elle chantait dans le chœur de la première église méthodiste unie de Melbourne. Elle avait 3 enfants et 3 petites filles. Et son mari Dick était mort d'un cancer du foie seulement 2 mois plus tôt. Elle s'adaptait encore à la vie seule. Et Chadwick Willacy vivait juste à côté. Il avait 22 ans. Il avait déménagé à Palm Bay depuis New York. Son casier était mineur. Quelques infractions liées à la drogue, rien de violent. Il avait tondu sa pelouse auparavant. Il s'était disputé sur ce qu'il facturait, mais elle le connaissait. Et elle lui faisait toujours signe dans l'allée. Et cette proximité est ce qui a rendu ce crime possible. Il connaissait sa routine. Il savait quand elle partait. Il savait quand elle reviendrait. Le 5 septembre était censé être un mercredi normal où elle serait partie jusqu'au soir. Mais elle est rentrée tôt. Ce jour-là, Marlies a quitté Harris Corporation pendant sa pause déjeuner et a conduit chez elle dans sa maison sur Jarvis Street. Elle est entrée par la porte d'entrée et a trouvé Chadwick à l'intérieur, fouillant dans ses affaires. Il ne s'est pas enfui. Il n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il l'a matraqué avec un marteau et une raclette. Il a attaché ses poignets et ses chevilles avec du fil de fer et du ruban adhésif pour qu'elle ne puisse pas bouger. Et puis, il a arraché un cordon d'un fer à repasser et l'a étranglée avec une telle force qu'une portion de son crâne a été physiquement délogée. Elle était encore vivante, mais elle ne pouvait pas riposter. Elle ne pouvait pas s'échapper. Et Chadwick n'avait pas fini. Ce qui est venu ensuite est ce qui sépare cette affaire de presque tout que vous entendrez jamais. Il a fouillé ses affaires méthodiquement, il a pris sa carte de guichet automatique et son code PIN, il a attrapé les clés de la voiture de son défunt mari. Et puis, il a conduit jusqu'à sa banque et a retiré $200 de son compte, pendant qu'elle était attachée à l'intérieur de cette maison, pendant qu'elle respirait encore. Après la banque, il est revenu, a caché la voiture au coin de la rue et a commencé à faire des allers-retours, d'avant en arrière, chargeant des objets volés, prenant tout ce qu'il voulait de sa maison et le déplaçant chez lui. Un magnétoscope, une télévision, un fusil de chasse. Il les a mis en scène sur son porche arrière pour une récupération ultérieure et a déplacé le reste dans sa propre maison à côté. Puis il a conduit sa voiture à Lynbrook Plaza, l'a laissée là et est revenu en courant. Et puis il est revenu pour finir. Chadwick a parcouru la maison et a désactivé les détecteurs de fumée, chacun d'eux. Puis il est allé au garage et a attrapé un bidon d'essence. Il l'a porté là où Marlies gisait et a aspergé son corps d'essence. Il a trouvé un ventilateur oscillant de la chambre d'amis et l'a placé à ses pieds, orienté pour alimenter en oxygène ce qui allait venir. Et puis, il a allumé plusieurs allumettes. Il l'a mise en feu, alors qu'elle était encore vivante. Marlies Sater n'est pas morte du passage à tabac. Elle n'est pas morte des flammes. Le médecin légiste Dr. Charles Wickham a confirmé que de la suie a été récupérée de sa trachée. Elle est morte en inhalant la fumée de son propre corps brûlant. Elle était consciente quand cette allumette a été allumée. Et Chadwick Willacy est sorti par la porte et est rentré chez lui. Quand Marlies n'est pas retournée au travail après le déjeuner, son employeur a appelé la famille. Le lendemain, son gendre, Denning Loveridge, a conduit pour vérifier sur elle. Sur le porche arrière, il a trouvé un fusil de chasse et plusieurs objets électroniques juste assis là, attendant d'être récupérés. Il est entré et il a trouvé sa belle-mère. Sur le sol, ses chevilles attachées et un cordon électrique autour de son cou. Après cela, l'enquête a avancé rapidement. Le détective George Santiago a dirigé l'affaire. Les empreintes digitales de Chadwick ont été trouvées sur le ventilateur au pied de Marlies. Ces empreintes digitales étaient sur le bidon d'essence. Des témoins avaient vu un homme correspondant à sa description près de la maison et conduisant la voiture de Marlies ce même jour.
et les photos de sécurité du guichet automatique l'ont placé à sa banque avec la voiture de son mari décédé dans le cadre. Mais la percée qui a scellé tout est venue de quelque part que personne n'attendait. La propre petite amie de Chadwick, Marisa Walcott, nettoyait autour de la maison quand elle a trouvé quelque chose dans sa corbeille à papier, un registre de chèque d'une femme. Elle ne savait pas à qui il appartenait. Mais quelque chose semblait faux, alors elle a appelé la police. Les officiers l'ont reconnu immédiatement. Il appartenait à Marlis Sater. Ils ont arrêté Chadwick. Et quand ils ont fouillé sa maison, ils ont trouvé la propriété de Marlis à l'intérieur, ses bijoux, ses pièces, et ils ont trouvé des vêtements avec du sang dessus. Du sang qui était compatible avec son type. Quand la police l'a interrogé pour la première fois, il a tout nié. Puis, quand il a été confronté aux preuves, son histoire a changé. Il a admis être à l'intérieur de la maison quand c'est arrivé, mais il a affirmé que quelqu'un d'autre avait tué Marlis. Cependant, cette personne a été innocentée. Il était au travail, et Chadwick s'était disputé avec Marlis sur ce qu'elle le payait pour tondre sa pelouse. Était-ce son motif? Au procès, le jury a tout entendu. Les empreintes digitales, la chronologie, les objets volés dans sa maison, le sang sur ses vêtements, et après que tout était exposé devant eux, ils ont déclaré Chadwick Willacy coupable de meurtre au premier degré avec préméditation, de cambriolage, de vol et d'incendie criminel. Ils ont recommandé la mort par un vote de 9 contre 3. Pendant la condamnation, Chadwick a demandé au tribunal de considérer son âge, 22 ans, et qu'il n'avait pas d'historique significatif d'activité criminelle antérieure. Le tribunal l'a considéré, et ils l'ont condamné à mort quand même. Mais ce qui aurait dû être la fin de cette affaire est devenu quelque chose de beaucoup plus long. Sa sentence a été annulée plus tard pour un détail technique juridique et une nouvelle phase de peine a été ordonnée. En 1995, un deuxième jury a entendu l'affaire et a voté 11 contre 1 pour la mort. Un juré sur 12 pensait qu'il devrait vivre. 11 ne le pensaient pas. Et puis l'attente a commencé. Chadwick Willacy a passé plus de 34 ans dans le couloir de la mort à l'établissement correctionnel Union à Rayford, en Floride. Il avait 22 ans quand il y est entré, et il avait 58 ans quand le mandat de mort a été signé. Pendant ces décennies, il a déposé appel après appel. Mais à la fin, chaque tribunal lui a refusé le recours. Marlis Sater est rentrée tôt un après-midi de septembre et a trouvé son voisin dans sa maison. Elle avait 56 ans. Elle a été attachée et battue et étranglée et mise en feu. Elle est morte en respirant la fumée de son propre corps. Et l'homme qui l'avait fait avait été vivant pendant 35 ans après. Maintenant, cela allait changer. En mars 2026, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le mandat de mort de Chadwick. Son exécution était programmée pour le 21 avril 2026. Mais Chadwick ne passait pas ses derniers jours à se battre pour sa propre vie. Il se battait pour celle de quelqu'un d'autre. Seulement 2 semaines avant son exécution, Chadwick est apparu sur Zoom depuis la prison d'État de Floride. Pas pour se battre pour sa propre affaire. Pour témoigner au nom d'un autre détenu du couloir de la mort nommé Rafael Andrés, condamné pour avoir étranglé une serveuse avec un cordon d'alimentation de cuiseur à riz et avoir mis le feu à son appartement. Chadwick a dit au juge que Rafael était un pacificateur qui arrêtait les bagarres dans la cour, que Rafael l'avait aidé à faire appel de sa condamnation et de sa sentence. Rafael l'a regardé à travers l'écran et a dit « Si tu arrives au paradis avant moi, je te verrai là-bas. » 2 hommes dans le couloir de la mort. Tous les 2 condamnés pour avoir étranglé une femme et l'avoir mise en feu, s'appelant frère. Le 21 avril, le dernier jour de Chadwick est venu. Ce matin-là, il s'est réveillé à 5 heures. Il a reçu la visite de sa mère, de ses 2 sœurs et d'un cousin. Il n'a pas rencontré de conseiller spirituel. Pour son dernier repas, Chadwick a demandé du poulet, des pommes de terre rissolées, de la glace et une tarte. Le rideau de la chambre d'exécution s'est levé à l'heure prévue, à 6 heures. Le fils de Marlis assistait à l'exécution.
« Je veux m'assurer de voir le directeur déclarer qu'il est mort », avait déclaré John Satter avant l'exécution. Il avait alors 68 ans. L'injection létale a commencé 2 minutes plus tard, après que Chadwick a prononcé une brève déclaration. Il s'est excusé auprès de sa propre famille et de ses amis et a encouragé ses frères du couloir de la mort à rester forts. Il a maintenu son innocence, affirmant qu'il n'aurait jamais tué son ami. À la famille de la victime, j'espère que cela vous apportera la paix. Si c'est le cas, tant mieux, a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas juste. Peu après le début de l'injection létale, un directeur a secoué Chadwick et a crié son nom, mais il n'y a eu aucune réponse. Sa peau a commencé à devenir grise, et un médecin est finalement entré dans la chambre pour l'examiner. Il a été déclaré mort à 6h15. Chadwick Willacy avait 58 ans. C'est tout pour les exécutions d'avril 2026. Abonnez-vous pour voir plus d'affaires comme celle-ci, et dites-nous en commentaire laquelle vous marque encore le plus.